Donc, le prochain conférencier, M. Richard Gagnon, qui est PhD de l'Université McGill en physique et qui a été pendant 6 ans professeur de physique à l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et depuis 1985, il est professeur de didactique des sciences appliquées à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Il contribue à la formation des enseignants. Il a été directeur de programme et de département et a publié plus de 180 articles, conférences et rapports divers. Il est l'auteur de Éduquer après Carl Gustav Jung, suivi de Métaphores et autres vérités, presse de l'Université Laval 2013, et il s'intéresse particulièrement à l'éducation transdisciplinaire ainsi qu'à la relation entre les théories physiques fondamentales et la psyché humaine, et donc je laisse la parole au professeur Gagnon. Alors, merci. Alors, j'ai l'impression, parfois, quand je regarde ce que je veux présenter et ce qu'on a entendu jusqu'à présent dans les deux conférenciers qui m'ont précédé, j'ai l'impression, d'un côté, que plus je pense au sujet au sujet qui m'intéresse et que je vais vous présenter tout de suite, ça me devient presque banal. À un moment donné, j'ai comme un peu l'impression de redécouvrir la roue en quelque sorte, ce qui est peut-être un mauvais signe ou qui peut être un bon signe. Enfin, vous en jugerez par vous-même. Et d'un autre côté, je pense que sous certains rapports, ça risque peut-être parfois de prendre le contre-pied de ce qui a été dit précédemment, ou du moins de voir les choses d'une autre manière. Et je vais au fond, vous amener vers le savoir, en quoi consiste, de façon générale, vraiment d'une façon très, très générale, en quoi consiste le savoir pour un être humain. Et jusqu'à un certain point, je pourrais dire de la naissance à la mort, en quelque sorte. Lorsqu'on vient au monde, c'est ce que vous voyez là, dans le carré, dans le rectangle qui est devant vous. Appelons ça la première ignorance, c'est-à-dire qu'on arrive dans un monde qui est pour nous complètement chaotique. Martin, j'entends tout à l'heure, a utilisé le terme de bruit en parlant du suédois, je crois, et c'est un peu la même chose lorsqu'on arrive au monde. Les couleurs, on ne distingue pas les objets, on ne distingue pas les sons, tout est pour nous une espèce de bruit général, autant par n'importe quel des sens avec lequel nous pouvons interagir avec le monde. Appelons ça la première ignorance. Et c'est à partir de ce qu'on vit, c'est à partir de ça qu'on doit évoluer. Par conséquent, ça ne signifie nécessairement qu'on doive apprendre. Et qu'est-ce que l'on fait dans notre histoire, en quelque sorte, dans notre histoire de la connaissance, dans notre histoire de la vie? Si on simplifie, on pourrait distinguer, mais c'est d'une manière très, très simplifiée, presque caricaturale, on pourrait simplifier les grands besoins de l'être humain. D'un côté, ces besoins très, très concrets, c'est-à-dire les besoins de vivre en quelque sorte, juste pour rester en vie, et de l'autre, les besoins de donner du sens à la vie, à la vie qu'on vit. Alors, et pour encore un bon bout de temps, très probablement, qu'on forme des gens à ces deux types d'activités. D'un côté, ceux qui vont davantage s'occuper à nous aider à vivre, donc d'un point de vue pragmatique, d'un point de vue utilitaire, que je vais appeler les gens d'action, et de l'autre, des contemplatifs, si on veut, qui sont davantage intéressés par le sens de la vie, le sens du monde, les théoriciens, en gros, jusqu'à un certain point, comparé, par exemple, aux ingénieurs ou aux gens d'action, d'une façon générale, en affaires ou peu importe. Et nous les préparons comme tels, mais nous les préparons compte tenu que nos besoins sont de plus en plus grands d'un côté comme de l'autre, compte tenu que ça prend de plus en plus de temps à préparer chacun d'eux dans son domaine, nous les préparons en fait davantage comme des frères ennemis, c'est-à-dire nous les rendons de plus en plus étrangers les uns aux autres, de moins en moins capables de se comprendre, et on le fait de mieux en mieux parce que on n'a qu'à regarder les capacités, les compétences des uns et des autres. Ils deviennent, avec le temps, avec les recherches, avec l'évolution, de plus en plus compétents. On le fait de mieux en mieux et on le fait de plus en plus. Mais évidemment, ça crée une scission entre les deux types de personnes qui sont naturellement
absolument essentiels l'un et l'autre à la vie humaine. Et la question que je pose, au fond, c'est est-ce que nous sommes à même, est-ce que nous sommes en mesure de les rapprocher? Regardons un peu comment la chose se produit. Dans un premier temps, essayons de voir, en fait, à partir de cette espèce de chaos initial, de ce chaos originel, comment on en arrive à une séparation. À partir du moment où on entre à l'école, dès le primaire, et à peu près, là, en gros, jusqu'au début du secondaire, en gros, une dizaine d'années, au fond, où on installe des bases à peu près à travers le monde. Là. On apprend à lire, à écrire, à compter à peu près tout le monde, quelques éléments de culture générale. Donc, une espèce de base élémentaire, au sens fort du terme, avec lequel on entre dans la vie comme personne et comme apprenant à peu près commun, hein, avec un bagage sensiblement commun d'un enfant à l'autre. À partir de la deuxième moitié du secondaire et jusqu'à la fin, à toutes fins utiles, jusqu'à la fin des études, que ce soit des études professionnelles et techniques qui nous mènent sur le marché du travail, ou encore que ce soit des études universitaires et par la suite les carrières, etc., nous engageons l'être humain dans une spécialisation, dans un processus de spécialisation qui est de plus en plus poussé. Et on peut facilement l'observer dans nos propres vies, au fond, un processus de spécialisation de plus en plus poussé, mais qui nous force, au fond, à considérer un domaine de plus en plus restreint de l'activité humaine. C'est comme ça qu'on forme des experts qui sont de plus en plus compétents, qui sont éminemment compétents, en fait, et qui sont très, très reconnus dans leur domaine parce que, justement, c'est ce que nous faisons. Nous le faisons avec beaucoup de précision et c'est, en fait, avec une précision accrue, j'oserais dire, avec le temps, parce qu'on comprend mieux, on découpe mieux, nos outils, nos méthodes sont de plus en plus raffinées, et ce sont les personnes vers lesquelles on se tourne lorsqu'on a besoin de résoudre les problèmes les plus difficiles. On n'a qu'à penser, par exemple, à l'actuelle pandémie, où on a mis énormément de ressources pour développer des vaccins. Donc, les pharmaceutiques et tous les experts qui étaient dans ce domaine ont été mis en contribution pour produire un vaccin à une vitesse absolument fulgurante, une première dans l'histoire de l'humanité. Mais, non pas mais je veux dire en recourant à des gens extrêmement compétents dans un domaine très, très, très pointu. Aujourd'hui, il y aurait, d'après Nicolescu, qui est un physicien, mais qui est un physicien très fortement intéressé par la transdisciplinarité, lui, il dénombre à peu près 8000 disciplines distinctes. J'ai oublié combien il y en avait au 19e siècle, mais je crois que ça se comptait par centaines. Et maintenant, on est rendu à 8000 disciplines distinctes. De mémoire, je crois qu'en 1970 à peu près, on a ouvert à l'Université Laval le premier bac en informatique. Avant, ça n'existait pas. Et maintenant, il y a quelque chose comme une douzaine de programmes distincts en informatique à l'Université Laval. Dans 50 ans, c'est absolument impressionnant. Mais chacune de ces disciplines étant de plus en plus spécialisé, effectivement, génère un langage très, 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 très spécifique à chacune des disciplines et finalement, ça nous amène dans un monde qui, très, très fréquemment, nous est de plus en plus étranger. Alors, à quoi ça nous conduit? Ça nous a conduit jusqu'à présent, j'appelle ça un cul-de-sac, parce que d'abord, il y a énormément d'avantages, on en a retiré énormément de bénéfices et de profits. D'autre part, ça nous a créé énormément de problèmes et ça continue de le faire. Jamais nous n'avons été si profondément dans notre compréhension du monde et dans notre capacité à maîtriser notre destinée par la technologie et en gros par la technologie. On a à peu près triplé l'espérance de vie depuis le Moyen Âge. Nous avons atteint dans plusieurs pays des niveaux de vie jamais égalés. Et l'impossible d'hier, c'est devenu complètement banal. En revanche, nous avons créé des problèmes qui risquent de tout faire tomber. La question des changements climatiques, la dégradation de l'environnement, tout ça peut amener à une destruction extrêmement importante, sinon complètement fatale pour l'humanité. Nous avons développé des armements qui sont capables de détruire en très, très peu de temps plusieurs fois la Terre. Et
très récemment, avec les progrès de l'informatique, par exemple, c'est la vie privée qui est assaillie de toutes parts. Et en plus, on a créé, et nous continuons de créer des monstres. Quand je dis des monstres, ça veut dire des espèces d'objets, de connaissances ou de techniques qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent partir dans toutes les directions. Je pense au génie génétique, où on joue à l'apprenti sorcier. Je pense à l'intelligence artificielle, où on risque toutes sortes de conséquences absolument non désirables, mais que l'on cherche un peu disons, à négliger parce qu'on est attiré par les éléments les plus agréables de la chose. Ce que je propose, en fait, pour sortir de ce cul-de-sac, c'est respecter, au fond, tout le processus évolutif qui nous a amenés jusqu'où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire, en gros, préserver la spécialisation, parce que si nous ne le faisons pas, ce serait comme revenir dans les siècles antérieurs et vraisemblablement que nous reprendrions le même chemin. Donc, nous retomberions sur le même processus de spécialisation qui a énormément de bons côtés, on s'entend. Donc, il faudrait la préserver. Je pense que ça, c'est une chose très importante. Mais en même temps, en intégrant à cette spécialisation qui sépare une perspective contraire qui, elle, réunit, qui, elle, rassemble. Une perspective plus synthétique, plus systémique, plus complexe, dans les mots de Morin, plus transdisciplinaire dans les mots de Nicolescu, selon laquelle il est impossible d'isoler quelque élément que ce soit, puisqu'ils sont tous interdépendants. Mais ils sont également tous complémentaires, malgré des points de vue qui peuvent être en apparence contradictoires. Mais ils sont tous légitimes et ils sont tous fondés. Donc, essayer de réunir cette espèce au fond, le local avec le global, dans une même personne, dans un même savoir, dans une même humanité. Si nous réussissions à le faire, résulterait du processus un savoir qui serait nettement plus complet, qui serait davantage dénué de biais disciplinaires, puisqu'il combinerait, au fond, la spécialisation d'un côté avec un aspect beaucoup plus général de l'autre, beaucoup plus global de l'autre, qui serait mieux adapté à notre contexte actuel, mais vraisemblablement au contexte qui attend nos enfants ou nos petits-enfants. Je n'ose pas faire de projection au-delà d'une centaine d'années pour ces aspects. Et comment on pourrait faire ça, si c'est ce que l'on veut faire? Comment pourrait-on réussir à unifier ces deux tendances très fortes d'une façon complémentaire? Essayons de voir, d'entrer en quelque sorte dans l'être humain en tant qu'apprenant. En tant qu'apprenant, au fond, depuis les Grecs, depuis Platon, on a les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. Évidemment, lui utilisait d'autres termes pour dire ce genre de choses. Mais en même temps, les Grecs avaient aussi les muses, c'est-à-dire cette espèce de pensée magique, non pas cette espèce de connaissance qui était révélée un peu magiquement par l'intérieur, ce qu'on va appeler l'intuition. Et Jung, lui, Carl Gustav Jung a repris ces 4 éléments pour en faire ce qu'il lui a appelé des fonctions psychologiques, mais nous, qu'on va appeler ici des moyens d'apprentissage, si on veut. C'est-à-dire qu'on peut apprendre avec la pensée, parce qu'elle est capable de spéculer, elle est capable de produire des jugements logiques de façon... c'est une fonction dite rationnelle. Le sentiment qui nous permet de faire des jugements de valeur. Donc, de l'appréciation sur le plan esthétique, sur le plan moral, qui est aussi une fonction rationnelle. Mais au lieu de réfléchir avec la logique, disons, booléenne, si on veut, là, pour prendre un exemple, on réfléchit plutôt avec la logique du cœur, avec les sentiments, les appréciations, comme on fait lorsqu'on apprécie une œuvre esthétique ou qu'on produit un jugement moral. Et il y a aussi 2 autres moyens d'apprendre qui sont beaucoup plus directs, qui sont de l'ordre de la perception, c'est-à-dire la sensation qui nous permet d'avoir une expérience de la vie, qui nous permet de percevoir, sans vouloir faire de donner de sens trop philosophique au mot, dans le sens commun du terme, perception du réel, si on veut.
de l'ici et du maintenant. Et en même temps, l'intuition qui nous arrive par des idées toutes faites, mais à laquelle on adhère, ou des éléments, des images toutes faites qui nous convainquent. Donc, ce n'est pas une perception du réel, mais c'est une perception des diverses possibilités qui s'offrent à l'être humain. Alors, dans cette perspective-là, si on dit que l'être humain dispose de ces 4 moyens, un peu comme un être humain est, par analogie, si on veut, ou par comparaison, un être humain est soit gaucher, soit droitier, même s'il a les 2 mains, certains sont ambidextres, alors on a des préférences. Et c'est la même chose pour ce genre de choses. Très, très simplement dit, on recourt essentiellement à 2 de ces moyens. L'un de type rationnel, donc de type jugement, soit la pensée ou soit l'intuition, qui sont opposés l'un à l'autre en passant. Et l'un de type perception, soit la sensation, soit l'intuition, également opposés l'un à l'autre. Et la combinaison de nos 2 préférences nous donne en gros qui on est, quel type d'apprenant nous sommes, en quelque sorte. Et généralement, c'est généralement, c'est facile au fond à observer. Et même si on fait un peu d'introspection, on peut s'en rendre compte assez facilement. Généralement, les moyens qui sont privilégiés par nous, nous leur accordons beaucoup de valeur. Et les 2 autres, non seulement nous les négligeons, et souvent nous les dénigrons. Or, il y a des individus de toutes les espèces, de tous les types et de toutes les sortes. On peut facilement entrevoir des espèces de tensions entre les uns et les autres selon les dominantes. Alors, si nous réussissions à mettre à profit dans n'importe quel apprenant les 4 moyens d'apprentissage dont je viens de parler, il résulterait de ça un savoir qui serait nettement plus riche, nettement plus complet, mais qui serait en tension permanente avec lui-même, parce que les moyens d'apprentissage sont en tension les uns avec les autres. Cependant, cette tension permanente du savoir avec lui-même ouvrirait la voie à une interdisciplinarité de plus en plus respectueuse et féconde à ce moment-là. Alors, voilà pour essentiellement le but, ce qu'on cherche à faire. Quel chemin maintenant pourrait-on accueillir, pourrait-on entreprendre pour y arriver? En fait, c'est très, très, très compliqué. Mais ainsi va la vie, j'oserais dire. Et ce chemin, d'abord, on le sait tous, là, il est très difficile de former des spécialistes, par conséquent, d'exploiter au mieux les 2 moyens d'apprentissage privilégiés par l'individu. Parce que c'est dans ces moyens qu'il a confiance. Et ces savoirs résultants, les savoirs de l'individu, sont à l'image de ces 2 fonctions, de ces 2 moyens d'apprentissage privilégiés. Donc, ça reflète son parcours épistémique et on doit le respecter et utiliser cette spécialisation comme le socle pour le reste, sur lequel évoluera le savoir de l'individu vers des savoirs de plus en plus complets. Alors, ça implique quoi? Ça implique, en termes de chemin, que pour favoriser l'évolution en question, nous devons intégrer d'abord le moyen d'apprentissage le moins confrontant pour l'apprenant. Je vous ai dit qu'il y en avait 2 qu'il favorisait, principalement un, auxiliairement un second, ce qui veut dire qu'il y en a un 3e et ultimement un dernier, le 4e, qui est le plus éloigné possible de l'individu conscient, là, si on veut. Et on n'ira pas du 1er vers le 4e, c'est beaucoup trop confrontant. On va plutôt commencer à essayer d'harmoniser le 2e avec le 3e. Ils sont plus proches les uns des autres. Et ensuite, on pourra tenter de faire le 1er vers le 4e. C'est le chemin, au fond, que l'on doit suivre, que l'on pourrait suivre pour amener les individus à accepter, à développer des savoirs qui leur permettraient de transcender jusqu'à un certain point la spécialisation qui est le fondement actuel dans nos sociétés contemporaines des individus que nous formons. Alors, à quoi ressemblerait le résultat?
En fait, c'est assez étrange parce que finalement, ce qu'on y gagne, c'est un savoir qui est fragilisé par rapport au savoir spécialisé. Il est ébranlé, si on veut. D'abord, il est constitué comme cœur, au cœur de lui-même, du savoir spécialisé dont on a parlé tout à l'heure. Et ce savoir spécialisé, pour n'importe qui, pour la personne en question, est extrêmement signifiant. Il lui accorde sa confiance, il le comprend, il le maîtrise, il le trouve complètement pertinent pour lui, il le trouve complètement valide, il trouve que c'est excellent ce savoir-là. Donc, ça, c'est le cœur. Mais on l'enrobe de choses qui vont en quelque sorte confronter le cœur, qui vont en même temps fragiliser ce cœur de connaissances spécialisées. Des aspects d'autre nature dont la pertinence et la validité seront moins convaincantes pour la question. Mais une fois qu'il a entrevu ces éléments qu'il négligeait avant, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière parce qu'ils vont lui apparaître. Ils vont nécessairement s'amalgamer à son noyau originel et il sera pratiquement impossible pour lui de les négliger. Alors, ça fait quoi? Ça réduit la tentation hégémonique qui est très, très réductrice de son propre savoir. Et la science la plus réductrice qui existe probablement à l'heure actuelle depuis quelques centaines d'années, quelques siècles, c'est la physique, qui essaye de tout ramener à la physique. On appelle ça la théorie unitaire des champs, essayer d'avoir une seule et même théorie qui explique tout. Je disais que le savoir était, je reprends très, très rapidement, le savoir a été fragilisé. C'est ce qu'on y gagne parce qu'il a le noyau du savoir spécialisé initial, mais il est enrobé des aspects d'autres natures dont la pertinence et la validité convainquent moins le détenteur du savoir en question, mais il ne peut plus le négliger. Ce qui réduit la tentation hégémonique de son propre savoir, et je disais tout à l'heure, je ne sais pas si le plus réducteur qui existait parce qu'on cherche à découvrir ou à élaborer ce qu'on appelle la théorie unitaire des champs, qui essaye de tout expliquer. Et c'est extrêmement réducteur. Ça nous permet de spécialité, mais non pas en tant que contradiction, mais dans une perspective de complémentarité. Alors, le savoir complexifié qui en résulte ne peut plus être représenté, et là je vais faire le pont avec les conférenciers précédents, ne peut plus être représenté par des signes. Il doit être représenté par des symboles, mais non pas au sens de symboles mathématiques ou de symboles informatiques, mais au sens de symboles en tant que mystère, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut plus comprendre très, très bien parce qu'il s'est agrandi. On a pris un savoir qui était beaucoup plus local, beaucoup plus défini, et on a ajouté à ce savoir-là une sorte de nuage, si on veut, de connaissances qui font que l'objet global ne peut plus être représenté autrement que par un symbole. Et pour terminer, je vais vous lire à titre d'exemple, ça va prendre 2 ou 3 minutes maximum, je vais vous lire ce qui pourrait être considéré comme un genre de savoir complet ou plus complet et qu'on a tous au fond. Et on va voir mieux ce que j'entends, ce que je veux dire par là. Étant le jour ou au prix de la journée, c'est ce qui est entendu. Alors, je vous lis la chose. Du point de vue de la sensation, il dure le jour. Il y fait clair pendant un certain temps, alors que nous sommes le plus souvent éveillés et occupés diversement, et noir pendant un autre, quand surtout nous dormons et rêvons. D'aucuns ont peur de la nuit. Entre les deux, à l'aube et au crépuscule, c'est la pénombre. Nous n'y savons distinguer le chien du loup. Les jours, pour nous, se succèdent avec régularité, même si parfois certains nous semblent longs et d'autres courts. Ils peuvent être très chauds ou très froids, et nous avons de certains d'entre eux des souvenirs précis et particuliers, comme la Madeleine de Proust, mais nous ne nous rappelons de rien de plusieurs autres. Du point de vue de la pensée,
Les jours peuvent être nommés, ordonnés, définis, décrits, expliqués et caractérisés selon de très nombreuses perspectives. On peut en discuter, les comparer, en consigner les événements, en déduire des conséquences passées, présentes, à venir, mettre des mots sur ce qui les concerne, y compris ce qui ne se pense pas. Le sentiment, de son côté, y trouve autre chose, que nous préférons par exemple le jour à la nuit, ou la nuit au jour, les nuits d'été aux jours d'hiver, le 1er mai au 2 novembre. Il remplit notre mémoire de ce qu'il a alors atteint, joies ou tristesses, beautés ou laideurs, héroïsme ou lâcheté. Il ressent ce que les mots peinent à traduire, ce que valent nos jours, et pris ensemble ce que vaut notre vie. L'intuition en rajoute. Ce qu'on rapporte dans les dictionnaires de symboles en témoigne. Une métaphore de la vie, de la naissance à la mort, la rencontre du bien et du mal, du conscient et de l'inconscient, la lumière qui sauve, les démons de la nuit, et puis tout ce qu'on voudra bien y déposer ou y puiser. Tant de questions s'y rattachent, tant d'étonnements. Qu'est-ce alors que le jour? Tout cela, bien sûr, et plus encore. En résulte un réseau d'une grande complexité, variable d'un individu à l'autre, composé d'éléments de nature psychique différentes et incommensurables, sans qu'on ne puisse en renier aucun sans se trahir. Quand nous essayons de nous le représenter synthétiquement comme un tout unifié, il nous échappe, partant dans toutes les directions, opposés souvent l'une à l'autre et du moins en apparence incompatibles. Car comment concilier la régularité physique d'une Terre qui tourne sur elle-même autour du Soleil, que la pensée contemporaine admet sans réserve, avec la genèse mythologique du jour et de la nuit chez Hésiode, qu'éventuellement l'intuition contemple, qui parfois n'a jamais de montre au poignet, ni jamais ne s'émeut quand le jour naît de la nuit, que la moindre lueur venue du fond des âges y apparaît. Quel que soit notre point d'ancrage dans ce qui est pour nous le jour, quelle que soit la fonction psychologique qui l'appréhende au premier chef ou la discipline qui le considère, le simple a fait place aux multiples. Notre savoir à son propos s'est enrichi au point de nous ébranler sur certains aspects qui n'ont pas pour nous le caractère satisfaisant du savoir signifiant originel. Nous peinons à le représenter autrement que selon des points de vue particuliers, plus ou moins familiers. Nous pressentons que jamais nous ne l'épuiserons, mais nous ne saurions revenir en arrière sans régresser. Et en conclusion, l'ultime connaissance que vous voyez dans le rectangle qui est devant, plus notre savoir s'accroît sur un sujet donné, plus les perspectives se multiplient à son propos, toutes admissibles, mais régulièrement incompatibles entre elles, plus l'ensemble de nos moyens d'apprentissage est mis à contribution, plus ce savoir nous dépasse et conséquemment moins nous avons le sentiment de le dominer, bien au contraire, comme si nous ne savions plus rien, comme si un mystère s'élaborait devant nous. Et c'est précisément ce qui se passe, car un symbole est en train de se former. L'analyse fait place à la synthèse, le simple au complexe, et le tout devient comparable à une sorte de lumière de plus en plus blanche à mesure que les perspectives se superposent, interférant les unes avec les autres. Le savoir acquiert alors ce caractère polymorphe propre au symbole qui contient toujours plus que ce qu'on y a mis, devenant par le fait même source d'évolution. Il se gonfle d'ignorance, s'enrichit de ce qu'il ne sait pas, à l'image de notre propre psyché largement inconsciente. Et c'est ainsi que graduellement, nous passons de la spécialisation monodisciplinaire originelle qui est la nôtre à une transdisciplinarité de mieux en mieux accueillie, mais jamais achevée. Il n'est alors plus possible de renverser la tendance, car qui le souhaiterait? Certes, le savoir signifiant originel demeure le socle sur lequel repose tout le reste de notre savoir, et il n'a rien perdu de sa qualité ni de sa puissance, mais il a perdu le monopole de la vérité. Et puisque les ajouts successifs qui l'ont enrichi n'atteindront sans doute jamais pour nous le degré de signifiance de notre savoir originel, mais que nous ne pouvons dorénavant en nier l'importance, nous nous tournons plus volontiers vers ceux et celles de qui c'est la spécialité et nous leur prêtons une meilleure attention. De cette façon, l'autre s'inscrit en nous. Il n'est pas requis que la réciproque soit au rendez-vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gagnon. Alors, on a 5 minutes pour quelques questions, s'il y a des gens qui désirent poser.